Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen tous les lundis soirs en direct sur Twitch. Vous pouvez aussi écouter Buonasera Calcio en podcast sur toutes les plateformes de streaming et revoir la vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à donner votre avis en notant l'émission avec les 5 étoiles et le pouce. Bonne écoute! Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio. Écoutez, encore une superbe semaine de football qui se profile à l'horizon. Bonsoir à ceux qui sont déjà arrivés. Salut au Cotonujo, numéro uno. Voilà, bravo, bonsoir. Disons, t'es très content d'être là et ça fait plaisir. Moi aussi, je suis très content d'être avec vous. Ce soir, on va parler, bien entendu, de la semaine européenne qu'on va vivre là à partir de demain soir, demain, mercredi et jeudi. Pourquoi ? Parce que effectivement, il y a eu vraiment des très très gros tirages au sort en Ligue des Champions, et en particulier mardi soir, Real Madrid City, Arsenal Bayern Munich. Donc ça, c'est la partie du tableau qui est la plus relevée. Et mercredi, bon, c'est un peu la part du pauvre, mais ça va intéresser les francophones, en tous les cas les Français. Donc Paris Saint-Germain, Barça, et puis Atlético, Borussia Dortmund. Bon, les affiches font moins rêver, mais elles sont quand même très intéressantes, parce que c'est le très très haut niveau. Et enfin, on continuera jeudi avec des tirages de Ligue Europa qui sont vraiment alléchants aussi, avec en particulier un Liverpool-Atalanta Bergame qui va émoustiller au Cotonujo, bien sûr, un Benfica-Marseille qui rappelle la main de Vata, etc., la demi-finale de Coupe d'Europe en 90. Et puis Bayer Leverkusen West Ham, qui va être, je pense, une opposition aussi très intéressante, puisque West Ham est la seule grosse équipe anglaise qui reste en Europa League. Et le Bayer joue un football assez spectaculaire, donc ça va être génial. Et enfin, ce duel italo-italien entre un AC Milan qui est sur 7 victoires d'affilée, première depuis 2006, le Milan de Ancelotti, donc pour vous dire dans quelle forme Milan est. Et de l'autre côté, un AS Roma qui a retrouvé ses valeurs avec De Rossi. Donc vraiment, ça va être super intéressant. Donc ça, c'est la première partie. On va parler un petit peu des Coupes d'Europe. Ensuite, on va parler de Manchester United, parce qu'on n'en a pas trop parlé depuis le début de saison, et ils ont fait une semaine absolument folle, Manchester United, entre une défaite absolument hallucinante contre Chelsea en cours de semaine, et enfin un match nul, franchement, qu'on avait peine à prédire en tous les cas, contre Liverpool. Donc ça, ce sera la première partie du stream. Bien sûr, vous savez, si vous avez envie de parler d'autre chose, on parle aussi d'autre chose, bien entendu. Et puis la deuxième partie du stream, Man United. Et puis, il y a quand même eu la Copa del Rey qui s'est jouée ce week-end. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y avait pas de journée de championnat d'Espagne. Et Bilbao a gagné contre Mallorca. Ça arrive pas souvent, que ce soit un autre club que les deux gros, c'est-à-dire Barça et Real, qui gagnent la Copa. Et Bilbao a une histoire vraiment particulière avec la Copa del Rey, parce que ça a été le recordman de victoires en coupe. Donc voilà, c'est toute une histoire, Bilbao et la Copa. Donc voilà, j'avais envie d'en parler un petit peu, terminer le stream là-dessus. Au Cotonujo qui nous dit la semaine dernière était pas top. Ah oui, mais toi c'est parce que toi t'es avec le prisme de l'Atalanta. Et oui, effectivement, perdre contre Cagliari quand tu mènes 1-0, c'est pas terrible. Ça, je suis d'accord avec toi. Liverpool va gagner 18-0. Bah non, mais enfin, tu vois, Liverpool m'a un petit peu confirmé ma théorie, la théorie que j'avais sur eux, que j'ai exprimée la semaine dernière en disant que je les vois pas si fort que ça, Liverpool. Je trouve qu'ils sont un petit peu en surchauffe, et je trouve que c'est une équipe qui est pas forcément ultra dominante comme les deux autres, c'est-à-dire Arsenal et Manchester City. Je parlais d'eux sur la course au titre. Et là encore, tu vois, le match contre Manchester, je trouve qu'ils ont montré toutes leurs limites. Alors oui, ils ont beaucoup de tirs, etc., mais je trouve qu'ils ont une équipe qui est pas forcément très très décisive. Et ouais, donc il suffit d'avoir une équipe un peu déterminée comme Manchester, parce que on sait que quand ils jouent contre Liverpool, c'est un peu plus qu'un match normal, surtout que là,
c'était très 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 important, vu que c'était potentiellement, si Liverpool gagne le titre cette année, il dépasserait Manchester United comme recordman du nombre de titres de championnat d'Angleterre, et je pense que Manchester n'a pas du tout envie de ça. Donc voilà, ils ont fait ce qu'il faut, c'est-à-dire en tous les cas les tenir en échec et leur faire perdre 2 points dans la course au titre et leur faire perdre la tête du championnat. Donc ouais, ça va être serré jusqu'au bout. Et je pense pas que Liverpool contre l'Atalanta va s'amuser, honnêtement, parce que l'Atalanta c'est solide. Après, je sais pas, des fois vous avez des trous. Bon, commençons par les coupes d'Europe, et donc on va parler de Liverpool-Atalanta. Alors on va remonter le temps, hein, puisque c'est ainsi. On va commencer par l'Europa League. Liverpool-Atalanta. Moi, je vois bien un Atalanta qui va bouger physiquement Liverpool, parce que oui, l'Atalanta a des Golgoth. Les gens qui regardent pas le championnat d'Italie ne le savent pas. Mais l'Atalanta a reforgé une équipe de Golgoth avec un petit peu de technicité. Vous savez, ces 2 dernières années, je parlais beaucoup de l'Atalanta qui avait plus les résultats escomptés parce qu'il manquait de la technicité. C'est vrai que Charles de Ketteler, Koop Meiners, Lookman, ça a ramené cette technicité, et ils ont toujours les Golgoth qui courent partout. Donc normalement, c'est une équipe très challengeante. Le gros problème, c'est mental, je pense. Ils ont des fois des trous dans les matchs. On ne sait pas trop pourquoi, parce que de temps en temps, pendant un quart d'heure, je sais pas, tu me diras ce que t'en penses, Okutonujo, toi qui les suis vraiment beaucoup plus que moi. Moi, de temps en temps, quand je les vois jouer, pendant un quart d'heure, ils vont te dominer, te marcher dessus. C'est-à-dire que tu vas prendre des vagues dans tous les sens, physiquement, tu touches pas un ballon, etc. Puis tout d'un coup, abonné absent. Pendant 30 minutes, il n'y a plus d'Atalanta. Et donc, résultat, ils se prennent 2 buts comme ça, tu sais pas d'où ça vient. Des fois, ils se rallument dans le match, mais à chaque fois, c'est par bribes. Et de temps en temps, tu tombes sur le mauvais match. Et ça arrive, parce qu'ils ont mis des cartons cette année. Tu tombes sur le mauvais match où, en fait, là, c'est pas, ils s'éteignent pas, ils te défoncent tout le match. Et là, il y a rien à faire. C'est ce qu'ils ont fait, par exemple, au Napoli la semaine dernière, quand même. C'était assez spectaculaire. Donc voilà, ouais, c'est très bizarre, l'équipe de l'Atalanta, mais ils ont retrouvé, on va dire, leur vertu un peu cardinale. Il faut savoir que Gasperini, c'est un peu la dernière saison. Il n'a pas signé pour l'instant, alors ça ne veut pas dire qu'il ne signera pas, mais c'est la dernière saison. Mais en tout cas, je me réjouis car je supporte aussi le LFC, dit Okutonujo. Oui, d'accord, mais bon, faut quand même en choisir un. Si tu dois en choisir un, c'est quoi? Tu peux pas me dire que c'est LFC. C'est forcément Bergame. Il y a la nonna qui est à Bergame, donc tu peux pas tester. Voilà. Pipovici, salut, ça fait plaisir. Alors, comment ça va? Merci de revenir. Hello Forza Milan, on nous arrête plus, 7 victoires d'affilée, Pioli is on fire, comeback. Absolument, et c'est exactement ce que je disais avant que tu arrives. Je disais, Milan est en très grande forme, ils ont 7 victoires d'affilée, c'est pas arrivé depuis 2006, depuis le Milan d'Ancelotti, d'avoir 7 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, donc c'est pas seulement en championnat. Donc ouais, c'est pas mal. Okutonujo qui nous dit j'ai plus de merchandising de la DA, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Là, ça fait 2 matchs qu'ils subissent énormément défensivement. Ils n'arrivent pas à contrer correctement. En fin de saison, c'est toujours pareil, ça se relâche. Probablement aussi parce que le jeu de Gasperini est très demandant, on va dire, physiquement. Ce qui fait que les fins de saison à l'Atalanta sont toujours un petit peu compliquées. Donc voilà, ouais, c'est un petit peu complexe. Mais t'inquiète, Pipovici, pas besoin d'écouter le début. Enfin, si, t'écoutes le début en replay, bien sûr. Mais on va reparler du Milan, parce que là, en fait, on commence par l'Europa League, parce qu'on a commencé à parler de Liverpool et de l'Atalanta. Et donc finalement, on fait Europa League, et puis ensuite, on montera mercredi, et puis mardi, on terminera en apothéose avec les très gros matchs de demain. Donc voilà, moi, je pense que l'Atalanta, en tous les cas, sur le papier, a les armes pour bouger Liverpool. Énormément de physique. Liverpool est dans un sprint final échevelé. Ils ont joué 3 matchs en une semaine là, en championnat, des matchs en plus assez qui ont été très très sollicitants pour les organismes. Donc ils ont toujours beaucoup d'absents. Toujours pas de goal, ça s'est vu sur la frappe de comment il s'appelle, du milieu portugais. Bref, je sais pas pourquoi j'oublie son nom, mais bon. Donc oui,
Voilà, c'est un peu compliqué pour Liverpool et je pense que l'Atalanta a une pièce à jouer. Ça va être serré sur 2 matchs, mais voilà, le match aller, ils peuvent les surprendre s'ils sont physiquement au point et qu'ils jouent vraiment bien. Donc ça c'est Liverpool-Atalanta qui est pour moi vraiment un très beau tirage à regarder. Hein. Franchement, en plus avec mes yeux on va dire complètement neutre, c'est super bien parce que j'aime beaucoup Liverpool. J'aime moins l'Atalanta, ça c'est vrai, mais j'apprécie l'ambition de leur jeu. Donc voilà. Benfica-Marseille. Alors là, Benfica-Marseille, je sais pas trop quoi en dire. Fernandez, oui, merci au Tonujo. On va mettre des trucs dans leur gourde. Ouais. Benfica, Marseille, je sais pas trop quoi en dire parce que c'est 2 équipes qui sont pas au top quand même. Benfica qui vient de perdre contre le Sporting dans un match franchement qui était super. Je sais pas si vous avez vu. Moi, je dis super parce que c'était un match ultra engagé, un vrai derby de Lisbonne. Enfin, peu importe un derby, mais là en l'occurrence c'était un derby de Lisbonne. Ultra engagé physiquement, des chocs dans tous les sens. Des polémiques parce que Di Maria aurait dû prendre carton rouge en première mi-temps et il prend pas et c'est lui qui est à l'origine du but sur coup franc. Donc bref, vraiment un super match. Ils ont perdu. Le Sporting s'envole entre guillemets un petit peu en tête du championnat. Et Benfica, depuis le début de saison, c'est pas du tout le Benfica de l'année dernière, hein, qui avait été une très belle surprise en Champions League. C'est vraiment un Benfica qui peine, bon, qui a perdu beaucoup de joueurs. Hein, Paris le sait. C'est quand même le vivier numéro 1 du Paris Saint-Germain, Benfica, depuis quelques saisons. Donc oui, ils ont perdu beaucoup de joueurs et là, ça commence à se voir. Donc, pas une équipe au top. Et Marseille, une équipe vraiment pas au top. Alors là, c'est la Bérésina après 5 matchs, d'affilée. Bonsoir à tous. Je regardais l'éclipse. T'es aux États-Unis, au JCRM? Ou alors elle passe en Europe et on m'a rien dit? C'est pas possible. Donc, mais je crois que c'est qu'aux États-Unis. Enfin, c'est en Amérique du Nord d'ailleurs, hein, parce que ça passe aussi à Montréal, tout ça. Oui, donc voilà, si tu pars aux États-Unis, il faut me prévenir. Il faut que je sache. J'organise le live pour qu'il soit décalé de 6 heures. Hein. Faut pas hésiter. Sur le site de la NASA. Vive la technologie. Ok, ça marche. Donc oui, effectivement, Marseille, après 5 victoires d'affilée, je sais pas ce que t'en penses au JCRM, toi qui viens d'arriver, avec ton regard particulier sur l'OM, est vraiment mal en point. Moi, personnellement, vu le match que j'ai vu avant-hier entre Benfica et le Sporting, j'ai l'impression que, oui, le Benfica peine un peu, c'est pas le Benfica flamboyant d'il y a 2 saisons, mais c'est quand même un Benfica qui a du caractère. Et probablement un petit peu plus que Marseille. On l'a vu contre Villarreal. C'est passé, mais de justesse. Hein, le match retour, c'était très pénible. Et on va dire que le match aller de Villarreal, ça a été le point d'orgue de l'embellie Gasset, on va dire. Et depuis, ça baisse beaucoup. Donc voilà. Donc je sais pas, j'ai l'impression que les dynamiques sont quand même un peu différentes. On dirait quand même que Benfica a un peu le dessus. Je sais pas ce que t'en penses, mais au JCRM qui dit j'ai même pas eu le courage de regarder Marseille vendredi. Je savais déjà qu'on allait se prendre une rouste. On a 8 joueurs blessés aussi. Dur, les gars doivent tous jouer. Bah oui, tout jouer, pas tous jouer. Ouais, non, mais ça c'est clair, hein, bien entendu. Et puis en plus, Longoria, ou plus exactement la direction marseillaise, a créé un effectif qui est pas du tout doublé, sachant que tu vas jouer la Ligue Europa, bref. Et tu sais que c'est long, la Ligue Europa, donc bref. La meilleure équipe allemande est en Europa. La meilleure équipe anglaise est en Europa. La meilleure équipe italienne, encore en lice, est en Europa. Quelle Europa League qui nous est offerte? Oui, c'est vrai, hein. Franchement, les quarts de finale sont superbes. Tous les quarts de finale, t'as envie de les regarder. Il n'y en a pas un que j'ai pas envie de regarder. Le seul gros problème, c'est que j'habite en France et que j'ai pas RMC Sport et que je vais être obligé de m'abonner pendant un mois parce qu'en fait je peux pas rater AC Milan AS Roma par exemple, je peux pas rater des matchs comme ça, même Bayer Leverkusen West Ham, je veux les voir et tout. Donc voilà, je crois que c'est ce que je vais faire. Sans faire de pub, hein, bien sûr, parce que je suis abonné à Canal+, à beIN Sport, comme ça j'ai cité trois marques. Oui, donc voilà.
Effectivement, tu as tout à fait raison, des super quarts de finale. Bayer Leverkusen, West Ham, franchement, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Alors, on va dire Bayer Leverkusen est a priori, en termes de jeu, de fond de jeu, au-dessus de West Ham. Mais attention, West Ham, la puissance qu'ils ont. Les équipes anglaises ont une puissance assez folle. Ils ont un Bowen qui est on fire. Et donc, ouais, je sais pas. Et puis West Ham a un petit peu d'expérience, peut-être un petit peu plus d'expérience même que le Bayer Leverkusen de l'Europe ces dernières années. Ils ont fait des finales, ils ont gagné la Conference League. Donc voilà, je pense que ça va être compliqué. Pipovici qui dit j'ai le même problème, RMC j'ai pas voulu le prendre. Bah non, parce qu'il y a rien excepté ça en fait. Donc étant donné que j'imaginais que Milan allait aller loin en Ligue des Champions après une demi-finale de Ligue des Champions, bah voilà, voilà, je suis pas bien, mais c'est pas grave. D'ailleurs, si tu regardes la Ligue 1, ce week-end, tous les clubs qui ont joué l'Europe hors PSG patinent. Bah oui, bien sûr, que ce soit Rennes, Nice, Lens ou Marseille. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de clubs même en Europe qui patinent alors qu'ils vont jouer l'Europe. Liverpool, on peut prendre le Bayern, qui a quand même fait une sacrée prestation contre Heidenheim en menant 2-0 et en perdant 3-2. C'était spectaculaire. Qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Marseille, effectivement, le Benfica. Bon, il n'y a que Milan, effectivement, et l'AS Roma, où les deux, la Roma a gagné le derby de la ville éternelle. Et Milan a enchaîné une 7e victoire. Donc oui, ces deux clubs-là sont au top. On va passer d'ailleurs au Milan-Roma, je sais pas ce que vous en pensez, mais effectivement, je pense sincèrement que ça va être très difficile pour Milan de jouer contre la Roma, parce que état d'esprit retrouvé, etc. Mais intrinsèquement, l'équipe du Milan est plus forte que l'équipe de la Roma. Il y a un fond de jeu qui est identifié, il y a même en termes de qualité technique individuelle, sauf quand tu as un Dybala qui est hors norme, mais sinon, à part ça, et un Pellegrini un petit peu, mais sinon, à part ça, il n'y a pas d'équivalent à Loftus-Cheek, il n'y a pas d'équivalent à Pulisic, il n'y a pas d'équivalent à Leao, il n'y a même pas d'équivalent à Olivier Giroud, et je ne te parle pas du banc. Donc voilà, en théorie, je pense que la défense, c'est pas trop mal à la Roma, mais le problème, c'est que tu sais jamais, ça peut disjoncter n'importe quand, on connaît Mancini. Donc ouais, je pense sincèrement qu'on est au-dessus. Milan est au-dessus de la Roma. Maintenant, ça va pas du tout être une balade de santé, mais alors vraiment pas. Je pense pas. Je pense que ça va être très difficile, très accroché, et ça va jouer à un 2-1, 1 partout, ou 1-0, 0-0 sur l'ensemble des deux matchs. Ça m'étonnerait qu'il y ait une des deux équipes qui mette un carton. Ça, j'y crois pas. Ils se connaissent et tout. Donc voilà. Pipovici qui dit De Rossi, il est chaud, on connaît pas son jeu encore, on l'a jamais joué. Oui, c'est vrai, mais c'est beaucoup. Il y a pas vraiment de. Enfin, jusque là, moi j'ai regardé des matchs de la Roma là récemment. Il n'y a pas vraiment de jeu, c'est toujours un peu le brouillon Mourinho, c'est juste qu'il y a beaucoup plus d'envie. Et que il a arrêté de frustrer tout le monde, et il a fait jouer Pellegrini, et il met les gens au bon endroit, il met les meilleurs sur le terrain, parce que il n'y a pas de bagarre d'ego, lui il veut aider le club, voilà. Donc je crois que c'est ça. Okuto Dojo qui dit ils ont Lukaku. Oui, ce qui peut quand même faire en sorte que même s'ils marquent un but, s'ils allaient marquer un but pour gagner une Coupe d'Europe, ils le mettent pas. Donc voilà, je vous rappelle quand même que l'Inter, quand même, je pense, perd la Ligue des Champions à cause de Lukaku, en tous les cas de sa présence devant le but. Et l'Inter perd la Ligue Europa aussi, probablement à cause de Lukaku. La déviation de la tête qu'il met sur la transversale, enfin bref, ouais, je pense que Lukaku en Coupe d'Europe, c'est quand même le chat noir ultime. Si on parle du derby italien, on en parle de Radu filmé avec un pull avec des double S. Ouais, alors oui. Bon, le nom du club, c'est SS Lazio, ce qui n'est absolument pas, ce qui veut absolument pas dire, c'est Società Sportiva, donc c'est pas un SS. En revanche, effectivement, la façon d'écrire le SS a été effectivement sur la manche, était écrit comme le SS des uniformes néo-nazis. Donc oui, c'est très compliqué. Franchement, je ne comprends pas comment est-ce que tu en arrives là. Radu, il a eu jamais aucun problème. Il a joué avec des centaines de personnes de toutes les nationalités. Je ne peux pas croire que ce gars-là
ou même pense ait des idées néo-nazis. Moi, c'est un truc que je comprends pas. Alors c'est possible, mais comment t'as pu jouer pendant 20 ans ou de ta vie dans des vestiaires de foot, quoi? Enfin, comment tu peux faire ça? C'est bizarre, quoi. Bon, bref. Et puis surtout que Radu, il est roumain, si je ne m'abuse. Bref, les pays de l'Est, et en particulier la Roumanie, sont très fréquemment victimes un peu de racisme dans les pays occidentaux. Enfin, je sais pas, bref. On est toujours je sais pas. On est toujours le con d'un autre, quoi, malheureusement. Bref. Il y a aussi le protège-tibia de Dybala au-dessus. Ouais, mais ça, c'est bien. Ça, c'est marrant. Franchement, c'était cool. Moi, bon, bien sûr, ça pique quand t'es français, mais honnêtement, c'est marrant. Il a tout à fait raison. Dybala, c'est mortel ce qu'il lui fait, quoi. Lui montrer la photo de lui qui embrasse la Coupe du Monde sur son protège-tibia, c'est extraordinaire. Franchement, c'est génial. Prise de bec, Guendouzi, Dybala. Dybala, c'est pas seulement avec Dybala. Guendouzi, c'est pas seulement avec Dybala qui s'est pris la tête. Il s'est pris la tête avec toute l'équipe adverse. C'était la fiesta. Comme de par hasard, bah oui. Vous avez toujours un certain sens de l'humour, nos très chers amis argentins, quand on parle de chambrage. Bon, bah c'est cool, en même temps. Vous y allez pas avec le dos de la cuillère. C'est pas le double Z de Zorro, non. C'est pas le double Z de Zorro, non. Sur le maillot, sur le pull de Radu, non, malheureusement. Donc voilà, en tous les cas, ça va être un peu chaud ce match. Donc voilà. Ouais, c'est 4 quarts de finale qui sont passionnants. Moi, j'ai vraiment hâte d'être à jeudi pour les voir. Je pense que ça va vraiment être génial. Super finale hier. Tu parles de la Copa del Rey, je suppose. On va terminer par ça, si c'est ça, effectivement. Ça taquine dur, oui. On en parle aussi, pas dans le programme, mais le foot turc va bien, je trouve. Ouais, tu m'étonnes. Donc une scène surréaliste hier, la Super Coupe de Turquie, je sais pas si vous avez vu, Super Coupe de Turquie, Fenerbahçe pour des questions de programmation de match, qui trouvent pas faire, décide de faire un petit peu comme Marseille quand ils ont envoyé les minots jouer à Paris qui avaient fait 0-0, ils envoient les moins de 19 en finale de Super Coupe de Turquie contre Galatasaray qui amène l'équipe A. 1 minute de jeu, but d'Icardi. Les dirigeants de Fenerbahçe leur demandent tous de sortir. Terminé, fin du match, victoire sur tapis vert. C'est n'importe quoi. Donc voilà. Et d'ailleurs, le truc surréaliste, c'est que forcément le stade était plein. Alors c'était pas à Istanbul ni à Ankara, c'était dans une ville dans le sud-est de la Turquie. Et en l'occurrence, Galatasaray, vu qu'ils ont joué 1 minute, l'entraîneur décide quand même de faire une opposition. 8 contre 8 ou 7 contre 7 des joueurs qui étaient convoqués, quoi, pendant 20 minutes. Donc les gens ont quand même eu un espèce de petit match. C'était un décrassage entraînement, voilà, pour leur donner un peu de rythme. Donc voilà, bref, c'était assez bizarre. Et comme tu dis, au JCRM, quand l'équipe de Fenerbahçe sort du terrain, tout le monde fait la fête comme s'ils avaient vraiment gagné. Non, franchement, ça, j'ai trouvé ça bizarre. Bon, après, l'antagonisme entre Fenerbahçe et Galatasaray est tellement énorme que, en fait, quand tu gagnes contre eux, tu fais la fête. Et je pense que c'est plutôt les joueurs turcs qui ont engrainé ça plutôt que les joueurs étrangers. Je pense pas que Mertens, Icardi et tout soient partis en sucette parce qu'ils ont gagné 1-0 contre des moins de 19 qui sont partis au bout de 3 minutes. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. C'est peut-être ZZ Top au Cotonou Joe, effectivement, ouais, va savoir, et peut-être fan des rockers à barbe de ZZ Top, hein, c'est possible, va savoir. Je pense surtout qu'il est con, mais bon, bref. Soit il n'a pas vu ce qu'il y avait sur le sweat, soit vraiment, comment en 2024 ça peut encore exister, c'est une énigme. Ouais. Bref, voilà, en tous les cas, l'Europa League, on en est là. La Champions, on passe au mercredi, bien sûr, avec Paris Saint-Germain, FC Barcelone. On n'avait pas parlé de ça la semaine dernière. Et ça va pas forcément être très facile pour le Paris Saint-Germain. Très clairement, je pense quand même qu'ils sont un tout petit peu favoris. Je pense qu'ils sont à 55-45. Mais le Barça a quand même une emprise psychologique sur le Paris Saint-Germain certaine, même si entre-temps ils se sont croisés, mais ils se sont croisés en poule, si je ne m'abuse. Donc voilà. Ah non, ils s'étaient croisés en 8e, je crois.
Ouais, c'était en huitième que Mbappé marque un doublé, là. Ouais. Mais bon, quand même, tu sais pas. Tu sais jamais comment ça peut se mettre un Paris Saint-Germain euh, Barça, sachant que le match retour est au FC Barcelone et que le match aller est à Paris, donc on a déjà vécu cette histoire-là. Alors c'était pas du tout les mêmes joueurs, ça c'est clair, mais quand même au Barça il y a quand même du talent. Tu peux pas dire que c'est une équipe qui est éclatée au sol. C'est pas une super équipe, il n'y a pas d'osmose, il n'y a pas vraiment de fond de jeu défini depuis 2 saisons là, depuis le début de Xavi. Mais bon, ces derniers temps, ils ont plutôt des bons résultats, ils gagnent quoi. Et puis bah, ils ont quand même du talent. Ils ont quand même des joueurs qui peuvent faire des différences. Donc bon. La clé sera peut-être Donnarumma dans ce match. Ouais. Bah ouais. C'est possible, mais je suis pas sûr que ce soit la clé de la bonne porte. En revanche. Bon, après, il est très fort sur sa ligne. Hein. Il fait une super saison. Hein. D'ailleurs, Donnarumma, au-delà de le peu d'estime que j'ai pour lui en tant en tant qu'ancien Milanais, il est effectivement, en revanche, il fait une super saison, ça, il n'y a pas photo. Donc c'est plutôt une bonne chose hein, qu'il soit là, ça, il n'y a pas de problème. Le choix des arbitres pour certains matchs de Ligue des Champions me laisse perplexe. Le Texier pour le Real City et Anthony Taylor, qui a été catastrophique hier lors du United Liverpool, qui arbitrera le PSG Barça. Oui, bah écoute, oui, effectivement, c'est pas non plus... je sais pas, en fait, c'est... comment Après, en Coupe d'Europe, franchement, tu vois, Turpin, par exemple, qui est quand même franchement un arbitre qui est pas terrible en championnat de France, bah en fait, en Europe, il fait plutôt des bons matchs. Tout le monde le dit, même les observateurs européens, etc. Parce qu'ils se mettent peut-être une pression différente. Ils ont aussi un protocole, on va dire un support différent, etc. Donc je sais pas. Je sais pas. Anthony Taylor en Coupe d'Europe, je l'ai jamais vraiment vu mauvais. Après le Texier, effectivement, enfin c'est pas la première fois qu'il arbitre en Europe, hein, mais est-ce que pour un Real City c'est le Texier qu'il faut mettre, sachant que c'est le match de cette Champions League pour l'instant. Bon, je sais pas. C'est un peu bref, on verra. Il regarde les arbitres le week-end à l'UEFA. Ouais, non, je crois qu'ils regardent pas les arbitres le week-end à l'UEFA. Ils doivent les regarder plutôt sur ce qu'ils ont vu en Coupe d'Europe, bizarrement, avant de désigner les arbitres pour des matchs aussi importants. Taylor est cata tout court, comme quand ils prennent Turpin et Orsato. Mais c'est pareil, Orsato, en Coupe d'Europe, pour dire la vérité, j'aime pas Orsato. Dès que je le vois sur un terrain et qu'il y a Milan autour, je me dis non, là, on est mal, c'est sûr, on va prendre des cartons jaunes et cartons rouges dans tous les sens. Mais en Coupe d'Europe, ben, je le trouve pas trop mauvais. Donc voilà. Colina me manque. Ah oui, il manque à tout le monde, hein. Ça c'est sûr. Hein. Un arbitre avec ce charisme, c'est sûr que ça manque à tout le monde. Hein. Mais bon. Donc oui. Paris-Barça, j'ai l'impression que ça va pas être si facile que ça, mais que Paris part avec un tout petit peu d'avantage parce que il a des joueurs, enfin il a Mbappé très clairement, je pense que c'est ça un peu le truc, parce que bon, Donnarumma, Ter Stegen, ça se vaut. Au milieu de terrain, Vitinha, Zaïre Emery et puis Ugarte ou je sais pas trop qui d'autre, bah en face ça se vaut hein, honnêtement, De Jong etc. C'est pas en dessous, loin de là. C'est probablement même sur certains postes au-dessus. En défense, bah c'est pareil. Hein, je pense pas non plus que Paris soit très très au-dessus du Barça. Donc voilà. Donc c'est un peu seulement en attaque et encore. Je pense que Gonzalo Ramos. Ah non, bah non. Gonzalo Ramos, Lewandowski. Je suis désolé. Bah je pense que je prends Lewandowski. Bon, Mbappé, ok. Et puis à droite, bah, je sais pas. Je sais pas parce que Dembélé, il fait des différences extraordinaires, mais il en fait rien derrière. Donc je peux pas te dire en fait si je préfère Dembélé. Enfin, c'est à peu près équivalent parce que en vrai, des gars qui sont un peu stériles et qui courent et qui font des différences au Barça, ils ont les mêmes. Hein, les Rafinha, tout ça, c'est la même chose. Ou même peut-être Lamine Yamal. Est-ce que Lamine Yamal est plus décisif que Dembélé ? C'est possible en plus. Donc finalement, Paris, peut-être sur un poste, est supérieur au Barça. C'est plus la globalité du jeu, c'est-à-dire Luis Enrique a fait quelque chose qui ressemble plus à quelque chose que ce qu'a fait Xavi.
Donc voilà, mais intrinsèquement, les joueurs sont pas plus forts. Très clairement, ils sont même peut-être un petit peu en dessous. Donc voilà, je sais pas si... Parce que les gens, peut-être, ont une vision bizarre du Paris Saint-Germain et tout, mais c'est pas une équipe de ouf, hein, Paris. On en est loin, excepté Mbappé. Et puis il va partir. Donc derrière, bah, t'auras Kolo Muani. Et là, ça va être la fête, je pense. Bref. Attention, le remplaçant de Hakimi blessé. Mukiele, du coup, ce sera Warren Zaïre-Emery, le latéral droit, et du coup, un Ruiz ou un Soler au milieu. Grosse perte pour le PSG, ouais, c'est clair. Mais Zaïre-Emery a joué 5 fois, je crois, latéral droit. Donc déjà, il a des repères. C'est aussi ça, hein, le laboratoire perpétuel de Luis Enrique, c'est pouvoir, pendant les gros matchs, ne pas avoir peur de changer les gens de place. Ce qui était le cas des derniers Paris Saint-Germain. À chaque fois qu'il y avait une blessure, en fait, c'était fini, quoi. Le mec, tu le mettais pour la première fois dans le plus gros match de la saison, dans un poste qu'il connaissait pas. Donc forcément, ça se passait mal. Donc voilà, là, Enrique, en fait, lui, il se simule des problèmes tout le temps. Moi, j'avoue que j'aime plutôt bien. Hein. Après, il est détestable comme personnalité, Luis Enrique, en tous les cas avec les médias. Je dis pas dans la vie de tous les jours, il est peut-être très gentil. Mais ce qu'il fait, ça permet au Paris Saint-Germain d'être prêt pour ce genre de moment. Donc voilà, moi je pense que c'est plutôt pas mal. Mais bon. Zaïre Emery en latéral droit me fait pas peur pour Paris, mais un Soler ou un Ruiz au milieu, oui, par contre, ça c'est clair. Je suis d'accord avec toi. C'est plutôt là, oui, c'est vrai, le problème, parce que ça veut dire qu'il va être obligé de faire jouer Ugarte. Vitinha est ultra fort en ce moment, hein, très clairement, je pense qu'il est dans la forme de sa... pas carrière, mais en tous les cas, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, il n'a jamais été aussi fort. Donc voilà, Vitinha vraiment très très bon. Mais effectivement, Soler ou Ruiz, bon, moi je prendrais Ruiz, hein, parce que quand même, Soler, c'est vraiment nul. Hein. Donc je ne sais même pas ce qu'il fait là encore. Mais bon, il va s'en aller probablement cet été. Voilà un petit peu pour Paris Saint-Germain. Barça. Bon, Atlético, Borussia Dortmund. Dortmund qui a perdu encore ce week-end. L'Atlético qui n'a pas joué pour cause de Copa del Rey. Donc déjà, il y a un avantage, ils sont un peu plus frais. Sachant que l'Atlético a besoin de beaucoup de courses, de beaucoup d'impact physique, etc. Ça peut les avantager un petit peu. Et j'ai l'impression quand même en fait, je sais pas, j'ai beaucoup de mal, pour vous dire la vérité, j'ai beaucoup de mal à lire ce Borussia Dortmund, qui a été surprenant contre Paris et Milan, par exemple, mais que je ne trouve absolument pas impressionnant, ni contre Paris, ni contre Milan, en fait, et même pas en championnat. Donc je sais pas, j'arrive pas à lire ce Dortmund qui est là un peu par hasard, j'ai l'impression, encore cette défaite là qu'ils ont ce week-end, qui est un peu... Voilà, je sais pas. Là, j'avoue que entre l'Atlético et le Borussia Dortmund, si Dortmund se transcende un peu comme ils l'ont fait contre Paris et contre Milan, qui étaient des équipes a priori plus fortes qu'eux, je pense, sincèrement. C'est pas parce que c'est Milan, mais le match aller 0-0, c'est un scandale. Normalement, il doit y avoir 2-3-0 pour Milan. Donc voilà. Paris, c'est la même chose. Je pense quand même qu'ils étaient plus forts que Dortmund. Et pourtant, finalement, ils terminent derrière eux. Ils galèrent au dernier match à faire un 1 partout contre une équipe déjà qualifiée. Enfin bref. Donc ouais, j'ai beaucoup... Je sais pas. Là, j'ai beaucoup de mal à lire ce match. Parce que l'Atlético, déjà, je pensais sincèrement qu'ils n'allaient pas être là non plus. Donc c'est très surprenant. Je pensais vraiment que l'Inter... Je pense toujours que l'Inter est très au-dessus de l'Atlético. C'est juste... je comprends pas ce qui s'est passé, quoi. Ils ont raté des occasions à l'aller, des occasions au retour. Et à la fin, malheureusement, avec l'Atlético, tout est possible parce qu'ils ont des joueurs vraiment très très bons. Griezmann, je pense là en ce moment, est dans une, peut-être pas dans la forme de sa vie, mais dans une très 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 grande forme. Depuis qu'il est revenu à l'Atlético, je pense qu'il n'a pas été aussi bon. Donc voilà. Et puis le mardi. Alors on va terminer par le mardi parce que là le mardi, bien sûr, c'est le tableau de la mort. Avec un Bayern Arsenal qui nous rappelle les années 2000. Donc voilà, quand Arsenal fréquentait très fréquemment la Ligue des Champions, chose qui n'est pas arrivée depuis très longtemps maintenant, et un Bayern qui à l'époque mettait des roustes sur roustes à Arsenal. Est-ce que ça va être encore le cas ? J'ai l'impression quand même que la dynamique s'est inversée, si ce n'est que Arsenal n'a pas d'expérience en Europe récente avec ce groupe-là.
Donc ils ont quelques joueurs dans leur groupe qui ont de l'expérience en Coupe d'Europe, mais pas tant que ça finalement, si on regarde. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait quasi toute leur carrière à Arsenal, ou en tous les cas depuis quelques années, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas joué la Coupe d'Europe ces 3-4 dernières saisons. Donc voilà, et le Bayern est malade, très clairement. Le match qu'ils ont fait contre la Lazio, match retour, était un peu plus convaincant que ces derniers matchs, même en championnat, tout ça, mais c'était pas non plus fantastique. Si Immobilier rate pas cette occasion, je sais pas comment il réagit, et je me demande si vraiment il passe. Donc voilà, mais donc j'ai plus l'impression qu'Arsenal peut battre ce Bayern, mais va peut-être être impressionné par l'Allianz Arena, par l'expérience des joueurs en face. Hein, quand t'as un Thomas Müller dans une équipe, Kimmich, enfin des joueurs qui ont gagné plusieurs Ligues des Champions, la Coupe du Monde, des trucs comme ça. C'est pas Arsenal, quoi. Donc voilà. Mais dans le jeu, si tu prends les deux équipes, tu te dis, le Bayern, ils vont prendre cher, quoi. C'est sûr et certain. Donc, je sais pas. Là, c'est la même chose. C'est un petit peu bizarre. C'est pas pour les mêmes raisons, parce que c'est deux bonnes équipes. Enfin, il y a une très bonne équipe, mais qui n'a pas d'expérience, et une pas très bonne équipe, mais qui a énormément d'expérience. Donc là, c'est deux raisons différentes que Borussia Dortmund, Atlético, mais ça va être aussi, je trouve, très très serré. C'est des matchs vraiment très difficiles à lire pour ces équipes. Et Bayern a fait une très mauvaise opération en championnat. Bon, voilà, c'est même plus une très mauvaise opération en championnat. C'est Harry Kane, malédiction là, qui frappe tellement fort. C'est hallucinant parce que lui, il marque encore son 32e but de la saison ce week-end. Mais ils perdent. C'est hallucinant. Donc, bref. Arsenal, la question, c'est est-ce qu'ils prennent le risque de se brûler et de tout perdre ou de se consacrer au championnat en priorité? Ils ont Aston Villa à jouer entre les deux matchs. Alors, en plus. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est un... Et puis, je pense que Unai Emery, vu comme il a été traité par les supporters d'Arsenal, probablement que ça l'amuserait de déglinguer Arsenal entre leurs deux tours de Ligue des Champions. Et ils peuvent très bien, en 2 semaines, tout perdre, hein, Arsenal. C'est-à-dire se faire sortir de la Ligue des Champions, se faire taper par Aston Villa au milieu, et bonne journée, salut, à bientôt, ça fait plaisir d'être venu. Écoute, on verra, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas un banc exponentiel, et de toute façon, Arteta l'utilise quasi pas. C'est pas, il utilise son banc quand il y a des blessés, mais sinon franchement, il est pas, c'est pas un fan du turnover, lui. Donc, un petit peu à la Guardiola, d'ailleurs, hein. C'est un peu la même école. Donc, ouais. On verra. Ça va être compliqué. C'est vrai qu'ils ont la pression et puis ils sont bien partis en championnat, là, quand même, je veux dire. Tu vois, là, ils ont une vraie opportunité de le gagner, là, le championnat, cette fois-ci. Et donc, ouais. Ça peut jouer. On verra. Et enfin, le match roi de ces quarts de finale. On peut le dire, je pense. Manchester City, bien sûr. Probablement la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Même si ça me pique un peu la bouche de dire un truc comme ça, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et puis, en face, le plus grand club du monde, c'est pareil, ça me pique aussi de dire ce genre de choses, mais effectivement, c'est quand même le plus grand club du monde. Donc c'est voilà, on sait que les 2 dernières saisons, le club qui a gagné cette rencontre a gagné avec des champions, c'est la belle. Le Real avait sorti Manchester City dans une situation complètement hallucinante il y a 2 ans. City s'était vengé. Au match aller, moi j'avais douté. Hein. Je m'étais dit, le Real peut le refaire, ils sont en train de les faire douter. Et en fait, ils les ont atomisés au match retour. Donc en plus, le Real, je pense, a un petit peu la rage de s'être fait gifler comme ça devant tout le monde là en demi-finale retour où tu avais l'impression que c'était des enfants contre des adultes qui jouaient. Donc, et je pense que cette année, le Real a plus les moyens que l'année dernière d'aller titiller City. Pourquoi ? Parce que City est un peu moins fort, à mon sens, et en même temps, le Real est un peu plus fort. Donc, ça, l'un dans l'autre, ça peut peut-être resserrer le débat. Mais ce match, en tous les cas, va être passionnant. C'est sûr, demain soir, je suis devant ma télé, devant ce match-là, Arsenal-Bayern. Je regarderai un résumé, mais celui-là, là, le City-Real, sauf si, au bout de 10 minutes, il y a 3-0 pour City, je basculerai peut-être sur l'autre. Mais sinon, effectivement, je vais m'installer tranquille à regarder ces deux
monument pour des raisons complètement différentes, hein. Un monument financier bâti à coups de pétro-milliards de dollars, et de l'autre côté un monument historique bâti à coup pas de pétro-dollars, mais de dollars qui viennent de l'industrie du béton, mais en tous les cas aussi des milliards de dollars. Donc voilà, ça va vraiment être impressionnant. Au milieu, s'ils arrivent à bloquer Rodri, ils vont le gagner. De toute façon, Rodri, je l'ai dit, je le redis, hein, je vous le redis, allez au passage. Rodri, c'était le ballon d'or l'année dernière. Cette année, c'est encore à chaque fois celui qui débloque la situation pour le Real, peut-être même plus, pour City, peut-être même plus que Kevin De Bruyne. Donc, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe, hein. Il n'y a pas photo. Voilà. Il est monstrueux, c'est le meilleur. À l'heure actuelle, probablement le meilleur milieu de terrain défensif, relayeur, sentinelle que tu puisses avoir dans une équipe à l'heure actuelle. Je pense pas qu'il y ait mieux, quoi. Après, des milieux offensifs un peu comme De Bruyne, oui, c'est un autre style. Mais lui, il fait tout, quoi. Lui, il fait des passes, il marque, il récupère, il nettoie les ballons, il met des taquets, enfin bref, il est bon de la tête. Non, franchement, lui, il fait tout. C'est impressionnant. Mais bon, bref. Donc oui, ça va être le match roi, ça va être fantastique. Et après, j'espère que Vinicius va rester Vinicius, c'est-à-dire voilà, le joueur fantasque qu'il est, mais qui pète pas les plombs. Que Rodrigo va se réveiller, va se mettre que Rodrigo va se réveiller, va se mettre au niveau. Voilà, qu'au milieu de terrain, le Real soit vraiment performant, comme ils peuvent l'être, hein, parce que ces derniers temps, si Kroos rayonne comme ça, mais après c'est la même chose. Si Kroos il a le temps de jouer, je pense que ça va basculer du côté du Real. Le gros souci, c'est va-t-il avoir le temps de jouer ? Parce que Kroos, il a plus la vista d'antan. Donc Camavinga, il est bien mignon, il casse des lignes, ballon au pied ou des trucs comme ça, mais c'est pas du tout la vision de jeu de Toni Kroos. Et puis après, le troisième, qui va être je sais pas qui, et on s'en fout, que ce soit Valverde ou que ce soit Tchouaméni, c'est du complément physique. Moi, je trouve que Tchouaméni fait une très mauvaise saison. Et je trouve que après sa première saison qui était très encourageante, je trouve que là, il devient quelconque. Il se la raconte beaucoup, je trouve, pour pas grand-chose, parce que honnêtement, c'est pas un grand joueur. Donc voilà. Et puis il y a Bellingham, quoi. Lui aussi, est-ce qu'il va se mettre vraiment au niveau de ce match-là ? Donc ouais, je m'inquiète pas du tout pour Haaland, en fait. J'ai bien l'impression qu'il va se faire éteindre. C'est pas un match pour lui, ça. Vous savez bien que c'est pas un match pour lui. C'est un grand match, donc il sera pas là, c'est sûr. Donc, honnêtement, moi, Haaland, j'en parle même pas parce que c'est pas du tout lui qui va faire la différence. Lui, il sera là pour amuser un défenseur, ce qui est déjà bien parce que ça veut dire qu'il va l'occuper, mais il va pas toucher un ballon. On va peut-être en toucher 5 dans le match, comme il fait d'habitude dans les grands matchs, quoi. Donc, non, ça m'inquiète pas, ça. Ils vont jouer à 10, mais même à 10, City, c'est chaud. C'est très, très chaud. Donc voilà. Mais il a toujours la coupe de cheveux. Qui ça ? Tu parles de qui ? De Tchouaméni. Haaland va-t-il réussir à être décisif dans ce genre de match ? Cette année, on n'en parle plus du tout. Bah oui, c'est pas... déjà, il a été blessé quand même un bon moment. Et puis, dès qu'il y a un grand match, il n'est pas là, quoi. Foden peut être la clé. Ouais, absolument. Hein. Foden peut être la clé, tout autant que Bellingham. C'est un peu le miroir aux Alouettes, les deux, là. Vont-ils se neutraliser, ou alors est-ce qu'il y en a un des deux qui va vraiment faire la différence ? Le truc, c'est que je trouve quand même que Bellingham, Vinicius et Rodrigo, c'est quand même plus décisif finalement que l'autre trio en face. Voilà. En revanche, au milieu de terrain, je pense qu'ils sont un petit peu supérieurs, ils sont même plutôt très supérieurs. Mais en attaque, ils ne sont pas forcément supérieurs. En défense, non plus. Je ne sais pas si Walker revient, et Stones aussi. Ça sera une grosse question, parce que ça, c'est important pour City, Walker et Stones. Quand ils ne sont pas là, c'est quand même pas la même défense. Donc voilà. Et puis, après, le goal, je pense qu'Henderson n'est pas revenu encore, hein, aussi. C'est la même chose. C'est toujours le remplaçant, là. Mais bon, il n'est pas mauvais. Il est très bon au pied. Donc, voilà. Et Ancelotti, en général, il gagne ses revanches. Ouais, c'est possible. C'est vrai. On verra. Mais en tous les cas, les duels Ancelotti-Guardiola, c'est toujours savoureux, quoi. Toujours savoureux parce que c'est pas du tout les mêmes outils, mais ça donne toujours des grands matchs.
Tu regardes les 4 matchs qu'on a vécu ces 2 dernières années, là, les 2 demi-finales sont hallucinantes. C'est toujours très savoureux. Alors qu'on dit qu'Ancelotti est un pragmatique, il n'est pas très tactique et tout. Bref, voilà. Le football, c'est pas seulement la possession. Il n'y a pas que ça, et c'est pas seulement le jeu de position. C'est aussi la maîtrise de l'espace. Et Ancelotti sait faire ça. Donc voilà. Voilà un petit peu pour la Coupe d'Europe. Bon, on a fait beaucoup sur la Coupe d'Europe, mais en même temps, franchement, c'est des quarts de finale de l'espace. Donc c'est trop bien. Bon, je parle pas de la Conference League, excusez-moi. Désolé si votre équipe est en Conference League. Voilà, faut pas déconner quand même. Je suis très content pour cette Coupe d'Europe, je trouve ça sympa et tout. Mais bon, voilà, faut les matchs. Voilà. On va continuer gentiment avec Manchester United qui passe par tous les états. Pourquoi ? Parce que réussir à se faire taper, à mener à la 99e minute dans un match pour finalement le perdre 9 minutes plus tard, 4-3, je ne savais pas que c'était possible. Je n'étais pas au courant. Donc merci déjà Manchester pour m'avoir appris ça, surtout contre une équipe 11e de Première Ligue qui est éclatée au sol depuis des semaines et des semaines. C'est spectaculaire de réussir à faire ça. Moi j'ai halluciné devant ma télé là. Donc je me suis dit c'est pas possible, c'est une blague. Et donc voilà, donc non, il y a ça. Ils passent de ça au match qu'ils font contre Liverpool, qui est un match franchement très honorable. Alors oui, ils ont été dominés, oui, il y a eu beaucoup plus de tirs cadrés, de tirs même non cadrés de la part de Liverpool, mais ils ont fait un match cohérent. Et c'est ça en fait le truc. Ten Hag disait un truc vraiment intéressant, c'est que il disait en fait on est capable de battre n'importe qui. Et il avait tout à fait raison. Le gros problème, c'est que c'est pas du tout n'importe quand. C'est 4 fois dans la saison. Mais ils sont capables de le faire. Ils peuvent taper n'importe qui. Ils peuvent taper City, ils peuvent taper Liverpool, etc. C'est juste qu'il faut que les joueurs en soient conscients, on soit convaincus aussi, et aient envie de le faire. Tous ensemble. Des fois, tu as l'impression ils n'ont pas envie. Ça bouge pas, tu vois bien, il n'y a pas d'appel, il n'y a rien. Bah là, contre Liverpool, il y a eu, en tous les cas, les ingrédients de volonté de faire ce qu'il fallait. Après, bon, ils ont toujours des limitations. Hein. Quand tu as Wan-Bissaka, il est bien gentil, il donne son corps à la science, tout ce que tu veux, mais il est nul. Enfin, je veux dire, c'est pas un joueur de très haut niveau. Je suis désolé, je sais pas ce que les gens pensent de Wan-Bissaka, mais qu'est-ce qu'il fout sur le terrain à Manchester United, ce gars-là ? Franchement, c'est un joueur de Ligue 1, lui. Il faudrait qu'il soit en Ligue 1. C'est un gars, il a une boîte de chaussures à la place des yep, il est très très physique, il court très vite, il a absolument aucun QI football, rien, zéro, que dalle. Mais en revanche, il fait des énormes des différences physiques et il donne son corps à la science. Donc ça, c'est très clairement un joueur que tu vas retrouver à Angers, à Strasbourg, des gars comme ça. Bon, à Strasbourg, ça a un peu changé de stratégie. Il est trop vieux pour Strasbourg, vu que maintenant c'est Bluco là, qui détient le club et qui ne recrute que des moins de 23 ans. Mais le Strasbourg d'avant, c'est très clairement un joueur pour Strasbourg. Ça. Ou Nantes. À Nantes, ils aiment bien ce genre de joueur. C'est parfait pour eux. Donc voilà, bref, en tous les cas, c'était un match spectaculaire. Et Manchester est capable de tout. Malheureusement, très souvent du pire, mais de temps en temps aussi du meilleur, parce que y a quand même des bons joueurs dans cette équipe. T'as beau dire tout ce que tu veux, il y a quand même des bons joueurs, et le but de Kobbie Mainoo est très très beau. Donc j'espère qu'il va pas se cramer. Mais franchement, quand t'as Mainoo, Garnacho, un Fernandez qui est à peu près à son niveau, ce qui est de moins en moins le cas, hein, il est très sur courant alternatif, un McTominay qui amène franchement beaucoup de buts, beaucoup de détermination, etc. Tu peux commencer à bâtir un peu autour de ça, quoi, tu vois. C'est un peu ça, quoi. Donc je sais pas. Ils ont en tous les cas un terreau pour faire quelque chose, Manchester United, dans les prochaines saisons. Peut-être que d'avoir Ineos Radcliffe dans le capital et surtout à la tête de la gouvernance sportive, ça va peut-être changer les choses, mais il y a quelque chose à faire à la base. Même Onana a retrouvé son niveau, etc. C'est vrai qu'ils ont une défense qui est éclatée au sol, ça c'est clair, il faut vraiment faire quelque chose. Vous savez, ils ont quand même joué avec Evans, Maguire. Dit, mais on est où ? Déjà, on est en quelle année pour que Evans y joue encore ? On est en 2008 ou qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est pas possible. Donc,
très bizarre, quoi. Cette équipe qui est capable du pire comme du meilleur. Et puis, ça se voit dans son classement. C'est un peu comme Chelsea, mais Chelsea s'est exacerbé. C'est-à-dire qu'ils sont capables du meilleur, hein, ils sont allés taper City, et puis derrière, dès qu'ils croisent une équipe sous la ligne de flottaison de la Première Ligue, ils se font taper. Donc c'est simple, c'est bizarre. Qui est-ce qui parlait de Chelsea d'ailleurs? Ça sent que Chelsea manque du même caractère, absolument. Tout à fait, tu as tout à fait raison, Jacques Lafritte. Ah, bonsoir Jacques Lafritte, j'avais pas vu que tu étais arrivé, bravo. Je mangeais. Tu as déjà parlé de Thiago Motta à la Juve, et oui, à la Juve. Ouais, attends, calme-toi, ça n'est pas signé encore au JCRM. On espère toujours du côté de Milan. Non, en fait, à Milan, je pense qu'ils vont confirmer Stefano Pioli parce qu'il fait une super saison, il faut le dire. Il y a pas, je sais pas qui pense que c'est pas le cas, mais il fait une super saison. Donc voilà. Mais donc ils vont confirmer Stefano Pioli et effectivement il y a de très très grandes chances que Thiago Motta aille à la Juve et ça m'inquiète vraiment parce qu'il a du matos à la Juve. Ça fait des années qu'on ne l'exploite pas parce que tu m'étonnes, il y a l'autre avec son sourire de Joker là, Allegri, mais tu mets Thiago Motta sans aucun recrutement, hein. Tu prends le même 11 là, je suis sûr qu'il fait des malheurs malheureusement. Ça m'énerve de le dire, mais il fait des malheurs. Donc on verra bien. C'est une bonne nouvelle pour le football italien quand même et pour la Juve, pour tous les fans de la Juve qu'il y a à travers l'Italie et le monde. Mais c'est vrai que pour les clubs de Milan, c'est pas forcément une super nouvelle. Donc voilà. Les derbys, c'est comme des finales. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Bon là, en plus, oui, c'est pas vraiment un derby, mais c'est en tous les cas, on l'appelle le derby d'Angleterre. On l'appelle le derby d'Angleterre en France d'ailleurs. Hein. C'est pas du tout comme ça qu'on l'appelle en Angleterre. Donc voilà, il y a pas on l'appelle pas en fait. C'est juste le plus gros match anglais, mais c'est tout quoi. Evans, Maguire en 2024, c'est vrai que ça fait tâche. Bah oui, grave, ça fait tâche de ouf. Salut Jacques Lafritte. Italiano à Naples, Motta à la Juve, Pioli qui reste au Milan. Avec ça, on peut avoir un super championnat. Ouais, je suis d'accord avec toi, absolument. Parce que ça fera des très bons coachs dans les gros clubs, avec aussi Inzaghi à l'Inter. Hein. Inzaghi à l'Inter, Pioli à Milan, Motta à la Juve et effectivement Italiano à Naples, plus j'espère De Rossi à la Roma, et puis Tudor qui vient d'arriver à la Lazio. Franchement, ça peut l'année prochaine, hein, parce que donc De Rossi et Tudor auront eu cette fois-ci l'intersaison pour se préparer, pour essayer d'élaborer quelque chose en termes techniques. Et physique aussi, hein, parce qu'on sait que Tudor, en tous les cas, a vraiment besoin d'énormément de travail physique avec son équipe. Donc ouais, ça peut vraiment être une Serie A ultra intéressante l'année prochaine, grâce à ces 6 coachs qui sont des très bons coachs, vraiment des très bons coachs. Donc ouais, très intéressant, je suis d'accord. Bon, ça va resserrer les choses encore, mais c'est bien, de toute façon, c'est en ayant de la densité dans le championnat que tu as des résultats en Coupe d'Europe et que ton championnat grimpe. Donc voilà. Voilà un petit peu pour Manchester United et le championnat d'Angleterre. Et qui pour reprendre ce Bologne européen? Je sais pas. Qui pour reprendre ce... peut-être, tu sais, l'entraîneur de Monza. Très bon entraîneur aussi. Comment il s'appelle déjà? Bref, en tous les cas, l'entraîneur de Monza, qui est un très bon entraîneur, qui pourrait reprendre Bologne, qui serait un peu dans la même veine que Thiago Motta, Padalino. Voilà, absolument, merci beaucoup Pipovici. Donc ça, ce serait pas mal. Ce serait bien, et ça continuerait pour Bologne à être le même type de jeu, quoi. Hein. C'est un peu des entraîneurs vraiment ambitieux. Motta à Chelsea, je pense que c'est trop tôt. Je sais pas, mais moi, je ferais pas. Tu vois, ce qu'a fait, honnêtement, hein, je suis content pour la Juve s'il va à la Juve, mais ce qu'a fait. Après, il a un peu plus d'expérience que Xavi Alonso, il faut le dire. Motta, il a un passé d'entraîneur. Avant d'arriver à Bologne et de faire ça, il a quand même entraîné la Spezia, etc., le Genoa aussi. Donc, il a un passé d'entraîneur. Donc, qu'il passe à un gros club, je comprends et je trouve ça normal. En revanche, que Xavi Alonso avait, après sa première, même pas sa première saison, 8 mois d'entraîneur, on le voyait au Bayern ou je sais pas quoi, non, là faut pas déconner. Donc, bon, je comprends plus. Mais qu'il fasse petit club du football italien, même si j'ai beaucoup de respect pour Bologne, qui est historiquement un bon club italien,
Mais puis ensuite qui passe directement à Chelsea, surtout dans un espèce de panier de crabes comme ça, là. Non. Alors là, ce sera un suicide. S'il fait ça, il n'a rien compris. Tu peux pas réussir à Chelsea. Tu peux pas. Tant que l'autre, il n'aura pas vendu 60% de ses joueurs, tu peux pas réussir. C'est impossible. Il faut faire un tri. Tu peux pas tout garder, quoi. Dani Mota à Chelsea veut dire 80 millions. Ah bah bravo. Effectivement, je suis tombé dedans. Le retour de Mourinho, alors. Chelsea avec ses 800 joueurs, c'est pas facile, ouais, tu m'étonnes. Mota, il a fait les U19 du PSG, la Spezia, le Genoa, Bologne et la Juve. Je croise les doigts, il gère sa carrière de coach à la perfection. Mota, pas comme beaucoup d'anciens joueurs de foot. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair, il a un vrai passif d'entraîneur que n'a pas Xabi Alonso, par exemple. Xabi Alonso, on ne sait pas, cette année, même lui, il ne sait pas, ce que je disais la semaine dernière, il ne sait pas si c'est de la chance ou si c'est du talent. Il n'y arrive pas, il ne sait pas. Ou si c'est du travail. Mais si son travail est le bon, etc. Il se dit, je vais être champion pour ma première saison avec un club qui n'a jamais gagné le championnat. Bon, la deuxième saison, on va voir ce que je vaux, en fait. Parce que là, tu peux pas savoir, tu vois. Donc, c'est un petit peu comme les 3 Ligues des Champions de Zidane. Moi, j'attends de le voir dans un autre club. Tant qu'il ne sera pas allé dans un autre club, je ne sais pas si c'est un bon entraîneur ou pas. Je dis que c'était le bon manager au bon moment au Real Madrid. Ça, oui. Ça, il n'y a pas photo, il n'y a rien à dire. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui aurait pu faire mieux que lui avec ce groupe-là, parce que c'était la personne idoine, la personnalité, etc. Mais tant qu'il n'aura pas pris un autre club, dans un autre contexte, je ne sais pas si c'est un bon entraîneur. Je sais que c'était le bon manager pour cette équipe-là. Voilà, c'est tout ce que je sais. Donc voilà. Sinon, hors sujet, la compétition de Piqué, Nasri, Hazard, ça attire des vieilles gloires. Ouais, j'ai entendu vite fait parler de ça. Piqué, en fait, lui, je comprends pas ce qui se passe dans son cerveau à lui. Lui, en fait, il s'est dit, je vais prendre tous les sports du monde, je vais les déglinguer et je vais en faire de la merde. Je pense que c'est ça son truc. Hein. À mon avis, c'est un peu ça le délire. Donc, il a déjà flingué la Coupe Davis au tennis. Alors, Coupe Davis qui avait pas besoin d'être flinguée parce qu'elle était déjà un peu flinguée, c'est-à-dire que le format était compliqué, mais là, il en a fait un truc vraiment bizarre. T'as plus de... Enfin, bref, ça joue... Enfin, moi, j'aime pas du tout, mais bon, voilà. Je suis peut-être un petit peu nostalgique des mousquetaires de 91, mais c'est vrai que, voilà, là, maintenant, il sort des trucs du style, de toute façon, on n'arrive pas à se concentrer plus de 10 minutes. Alors, je sais pas ce que tu as pris dans ta vie pour que ton cerveau, il n'arrive plus à se concentrer pendant 10 minutes, mais il faut changer, il faut que tu arrêtes. Donc voilà, surtout pour un truc comme le foot, hein, qui est quand même pas non plus le truc le plus compliqué à regarder au monde. Et bon, voilà. Donc je sais pas, moi j'avoue que j'ai un petit peu de distance, j'ai l'impression d'être très progressiste, hein, en termes de, je sais pas, de VAR, de Super League, de trucs comme ça. Mais ça là, je suis pas sûr. Donc voilà. Il y a la Coupe du Monde des légendes de plus de 40 ans avant l'Euro, c'est presque plus intéressant. Ouais, peut-être, hein, ouais, c'est clair. C'est sûr que, en fait, les plus de 40 ans, c'est les joueurs des années 90 et 2000. Et je pense que les années 90 et 2000, je sais pas si c'est malheureusement, heureusement, enfin moi j'étais content d'être là, c'est les 2 décennies les plus denses dans le football mondial. Il y a pas, tu peux pas tester, c'est là où tu avais le plus de diversité dans le talent et le plus de talent en même temps. Après, il y a eu la décennie 2010, qui est clairement la décennie Messi-Ronaldo, mais qui ont tellement tout écrasé que il n'y avait pas grand-chose qui survivait autour. Et donc, beaucoup moins intéressante que les années 90 et les années 2000. Très clairement, mais rien à voir. 90-2000, dans toutes les compétitions, tu ne savais pas qui allait gagner. C'est pas, tu peux pas savoir, en fait, c'est impossible. Donc ouais, non, ça n'a strictement rien à voir. Mais bon. Il y avait des tireurs de coups francs aussi, chose qu'il n'y a absolument plus maintenant, excepté peut-être Grimaldo, et encore vite fait, c'est un tireur vite fait. Mais c'est clair, il y avait des tireurs de coups francs. Dans les années 2000, 90 et 2000, c'était même plus des tireurs de coups francs, c'était des snipers de coups francs. C'était incroyable les tireurs qu'il y avait. Donc en fait, je ne sais pas si c'est dû au talent qui a disparu ou si c'est dû à la balle qui s'est modifiée. C'est très possible aussi. Mais bon, bref. Enfin voilà, bon, on a un petit peu divagué, mais c'était bien. Même Beckham, hein. Beckham, question tireur de coups francs. Bon, même si Juninho est au-dessus de tout le monde et est intouchable, Juninho, même probablement all-time, je pense que Juninho c'est le meilleur.
Et après, en revanche, tu avais quand même Roberto Carlos, Mihailovic, Roberto Baggio, Del Piero, Totti, je sais pas, enfin, t'en avais, mais sans Recoba, Adriano, des tireurs de coups francs, mais c'était l'espace intersidéral. Ronny, tout à fait, t'as tout à fait raison. Non, c'était hallucinant. C'était hallucinant. Des frappes de 30 mètres plus régulièrement, ça me manque ça. Ouais, moi aussi. Des cartophones de fou, effectivement, moi aussi, ça me manque. Bref. Bon, et puis on va terminer avec Bilbao. Bilbao qui est allé au bout du bout pour aller chercher sa Copa del Rey. Et c'était un match super intéressant, beaucoup d'occasions, beaucoup de tension. Moi, j'aime en fait les finales où il y a de la tension et un petit peu voilà, où pareil, le derby du Portugal, enfin de Lisbonne, entre le Sporting et les Benfica. Je trouve que ça fait partie du foot. C'est comme ça que voilà, j'ai envie que les joueurs ils donnent tout, quoi. C'est bien cool ah oui, on est fair play, on s'aime beaucoup, tout ça, Manchester City, Liverpool, mais il manque un petit peu de grinta dans ces matchs-là. Grinta qu'on a retrouvé, je sais pas, dans le derby de Rome, par exemple. Moi, c'est ça, je trouve que c'est ce qui manque, c'est ce qui manque un petit peu au football anglais, qui est un petit peu aseptisé. Il n'y a plus vraiment de vraie rivalité. Même le Liverpool-Manchester United, il est un peu aseptisé. Bon, oui, les joueurs donnent tout sur le terrain, mais il n'y a pas ces coups un petit peu fourbes, etc., qu'il pouvait y avoir lorsque vous aviez l'équipe de Ferguson sur le terrain, par exemple, ou lorsque vous aviez l'équipe de Steven Gerrard sur le terrain. Donc voilà. Bref, en tous les cas, Bilbao est allé le faire. Ils ont gagné un titre avec cette génération qui est une super génération, hein, bien sûr, on le sait tous. Bilbao, que des Basques, en tous les cas d'origine basque. Donc vraiment, c'est quand même une prouesse d'aller gagner une compétition majeure avec des joueurs qui ne viennent que d'une seule région d'un pays européen. Franchement, c'est surprenant. Donc voilà, je voulais juste en parler, les féliciter, parce que ça arrive pas tout le temps, que ce soit pas le Barça ou le Real qui gagne la Copa. Donc félicitations à Bilbao. Écoutez, il y a quelques très bons joueurs à Bilbao. Je ne sais pas s'ils vont finalement sortir de Bilbao, parce que Bilbao a énormément d'argent, arrive à beaucoup payer les joueurs, parce que de toute façon, ils ne font pas de transfert quasi, vu que c'est que des joueurs basques. Mais en revanche, vu qu'ils ont énormément de socios et qu'ils ont beaucoup de revenus, en fait, ils offrent des très gros salaires. Et c'est aussi pour ça que les joueurs basques ne partent jamais de Bilbao, parce que en fait, ils pourront pas gagner ce qu'ils gagnent à Bilbao ailleurs, sauf si tu as un joueur vraiment hors norme. Mais ils n'ont pas de joueurs hors norme. Ils ont des très bons joueurs, comme Berenguer, par exemple, en ce moment, mais qui ne gagneraient pas le salaire que lui offre Bilbao. Donc voilà. Écoutez, ça a été un plaisir de passer cette heure avec vous. On va se retrouver lundi prochain pour un débrief gargantuesque de la Coupe d'Europe, bien sûr, et aussi des matchs de championnat qui vont suivre. Vous savez d'ailleurs, c'est bizarre, mais les matchs de Coupe d'Europe, les matchs de championnat, qui précèdent les matchs de Coupe d'Europe sont souvent mauvais pour les clubs qui y jouent, et les matchs suivants, en revanche, en fonction de s'ils ont gagné ou sont perdus, sont plutôt zen. Parce que les joueurs se retiennent moins. En fait, le problème, en fait, c'est qu'avant les gros matchs de Coupe d'Europe, comme ça, les joueurs se retiennent. Donc souvent, il y a des contre-performances des gros clubs. Et puis, en revanche, sur le match suivant, étant donné qu'ils ont 10 jours avant de rejouer, ils se lâchent un peu plus. Donc voilà, on verra, mais de toute façon déjà débriefer la Ligue Europa et la Champions League, ça va être un régal, je pense. Bon voilà, merci à tous, je vous souhaite une excellente soirée, et puis n'oubliez pas, vous pouvez bien sûr réécouter Buonasera Calcio en podcast sur toutes les plateformes de streaming, le revoir sur YouTube ou sur Twitch, et puis tous les soirs à 20h, on est là pour discuter. N'hésitez surtout pas. Merci beaucoup et n'oubliez pas, ciao ragazzi, ciao. Lundi dans 2 semaines, tu vas finir plus tôt pour le derby de Milan, donc probablement, c'est possible. Allez, ciao, buonasera, ciao.